Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 avril 2023. Il a fait 26 degrés Celsius aujourd'hui à Montréal. Et il y a quelques jours à peine, il neigeait. Alors vous voyez quelle sorte de pays ça peut être pour mes amis européens. C'est un pays au climat extrême. Et je pense que c'est le choc thermique lorsque nous sommes arrivés à Paris, lundi, non pas ce lundi-ci, mais l'autre avant. Il faisait très froid, en fait, et pour nous rendre au centre de location de voitures, il nous a fallu marcher un bon moment. Et le soir, en fin de journée, en fait, lorsque nous sommes arrivés à Nîmes, il faisait un soleil éblouissant. Les arbres étaient en fleurs et on peut dire de la France également que c'est un pays aux températures extrêmes selon qu'on la visite au nord ou au sud. Alors, moi, c'est ce que je prétends qui a été la cause de cette très courte maladie. Mais hier, j'ai été mis KO, incapable de manger quoi que ce soit. Je suis resté dans le lit 24 heures. J'ai joui pleinement de cet état de la maladie parce que la maladie, lorsqu'elle n'est pas grave, évidemment, puis c'était le cas, ce n'était pas grave, eh bien, permet une sorte de nettoyage de l'inconscient. Alors, comme si les mécaniques, les machines souterraines qui nous animent, hein, avec les pulsions, les images, les désirs refoulés, les désirs exaucés même. Et bien tout ça se met en mouvement comme d'immenses machines à laver. Et de ce que je sais de l'expérience que j'ai de la maladie, c'est qu'on en ressort toujours nettoyé, comme purgé. Je vais peut-être vous raconter le rêve que j'ai fait. Un rêve plein de symboles, et comme dit Kafka, un rêve qu'on n'interprète pas, c'est comme une lettre que l'on reçoit et que l'on n'ouvre pas. Comme d'habitude, je cite de mémoire, mais je pense ne pas trahir la citation de Kafka. Ce que me disait Fabienne, elle, pour justifier mon état de santé, elle pense que c'est la violence française que j'ai subie de plein fouet. Il y a des choses ne pouvant pas vous révéler appartenant à la vie privée de Fabienne, que je ne ferai pas d'ailleurs. Des choses qui m'appartiennent et des choses qui ne m'appartiennent pas. On en conviendra. Eh bien, elle pense que c'est cette violence française qui m'a rentré dans le corps. Je ne crois pas, je pense être fait d'un métal plus résistant. Mais assurément, pour un Québécois qui... Comment je pourrais vous dire ça? Les Québécois vivent en marge de l'histoire. Il faut comprendre que nous sommes non pas une île dans une mer anglo-saxonne, comme on le répète à Siété. On subit de plein fouet l'influence de la culture américaine. Ça, on ne peut pas en discuter, mais nous l'avons toujours subi et nous y avons toujours plus ou moins résisté. Le Québec, ce n'est pas les États-Unis, à plein niveau. Oui, les voitures sont les mêmes, la musique qui joue, c'est la même, les films, les héros, tout ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font que les Québécois ne sont pas des Américains. Mais c'est le seul groupe ethnique homogène en Amérique du Nord, en tout cas pour l'instant. Et nous habitons un continent, en fait, un immense continent. À nous tout seuls, un continent inexploré, habité par des peuples autochtones, très au nord, qui, eux, ont subi de plein fouet l'arrivée de l'homme occidental. Et cette arrivée-là est venue très tardive. Il faut lire, entre autres, les ouvrages de Jean Mallory
pour comprendre à quel point le choc fut frontal et sans appel. Comme si une espèce extraterrestre avait débarqué sur une planète étrangère. Et la seule manière que ces peuples inuits réussissent enfin, si c'est souhaitable, je ne le sais même pas, mais de toute façon, maintenant, leur culture a été complètement a été éradiquée. Il n'en reste ici là quelques traces, mais ils ne peuvent pas passer d'une culture plusieurs fois millénaire à tout à coup entrer dans la modernité. En tout cas, la modernité nôtre, assurément. Alors, est-ce que je vous parle de mon rêve? Est-ce que c'est digne d'intérêt pour vous qui écoutez mes vidéos? Je ne le sais pas. Mais je vais vous raconter ça succinctement. J'ai rêvé, tenez, je vais vous raconter ça et j'avais l'intention... pardon. Mais l'intention quand même avant de le faire, puis ça se peut que je ne le fasse pas. Non, mais je vais le faire quand même. Mais il y a deux détails que je ne vous ai pas, sans doute j'ai omis de vous les mentionner. Ou peut-être que je me répète, c'est possible. Notez que je demeure quand même affaibli. C'est que le fameux procureur de la République, eh bien, était un partisan de l'Algérie française. Alors, et lorsque nous étions en voiture avec lui, il y avait une petite famille de musulmans. Ils sont facilement identifiables, en tout cas. Eh bien, je pense vous l'avoir dit. Il a dit, voilà, c'est ça le problème de la France. Et plus tard, lorsqu'on l'interrogeait sur les endroits où il vivait, il nous a confié avoir un pied à terre à Paris, mais Paris n'était plus Paris, c'était maintenant le tiers-monde. Alors, vous pouvez voir le lien. Et cette vieille France coloniale, avec tout ce que ça comporte aussi de culture, de tradition, d'appel à la mémoire. Évidemment, pour un Nord-Américain, c'est quelque chose de très saisissant. Les lignes de fracture aussi entre les diverses gauches, entre les diverses droites. Par exemple, il y a une droite libérale, très éprise des modes de fonctionnement à l'américaine, qui, elle est plutôt américanophile. Mais il y a également une droite anti-américaine. Et cette droite anti-américaine, on peut l'entendre, elle se désole, évidemment, du comportement de Vladimir Poutine, mais elle n'hésite pas à se réjouir des moindres échecs et elle se réjouit de manière fort bruyante du moindre échec américain. On sent la délectation. Alors forcément, les Russes, en tout cas Poutine et son régime est plutôt ignoble, et les Américains, je n'ai pas besoin de vous en convaincre, sont loin d'être irréprochables. Ils ne sont pas sans défaut, va sans dire. Alors, mais c'est comme le deux poids, deux mesures. Oui, c'est pas sympa ce que Poutine fait, mais ça ne provoque pas de virulents éclats de rire. Alors, il y a une gauche évidemment anti-américaine. De ce côté-là, les camps sont mieux assurés, je dirais. Il y a moins de divisions. Et au Québec, la droite, parce qu'il y a une droite aussi au Québec, on a ces lignes de fracture entre la droite et la gauche, mais j'ai rarement rencontré des gens appartenant au camp de droite qui, eux, étaient anti-américains. Ça, ça existe, c'est certain, mais c'est un courant, en tout cas au sein de la droite québécoise, qui est très, très minoritaire. Et la droite québécoise, c'est une droite libérale, autrement dit. C'est une droite qui croit au marché, qui croit à l'économie, qui croit à la compétition. Et les trucs de la langue même, les traditions, tout ce qui fait, en tout cas, je dirais, qui caractérise une certaine droite ancestrale,
trouve peu d'écho ici, dans nos contrées boréales. Cette simple observation. Je vais passer à mon rêve aussi. Et puis, un autre point aussi. Astérias 666 a raison de mentionner, il m'a envoyé une vidéo que j'avais vue à l'époque, et j'ai lu quelques articles, mais étonnamment, ça ne m'avait pas frappé. Et il faut dire aussi que Poutine, avec la guerre en Tchétchénie, l'agression en Géorgie, Poutine, en tout cas, assez rapidement, jusqu'à ce qu'il vienne en aide à Bachar el-Assad, a montré des sentiments, c'est le moins qu'on puisse dire, plutôt anti-musulmans. Alors forcément, après le 11 septembre, ça a occulté un peu, je dirais, mais ce n'est pas le cas de Tesson, mais ça a occulté, sinon brouillé la vision qu'on pouvait avoir de Poutine. Sans doute, beaucoup d'entre nous se sont dit, ça ne peut pas être un mauvais bougre, puisqu'il s'en prend avec une telle véhémence à des peuples de confession musulmane. Alors, peut-être dans notre conscience d'occidentaux, c'est possible que c'est échoué. Mais dès 2013, lors de la fameuse ligne rouge de Barack Obama, qui avait menacé d'intervenir en Syrie si les Syriens utilisaient des armes chimiques, le régime de Bachar al-Assad utilisait des armes chimiques contre sa population, ils interviendraient. Et, à mon sens, c'est la plus grave erreur politique qu'Obama ait commise, c'est de faire une menace, de proférer un avertissement et de ne pas le réaliser si les conditions exigées n'étaient pas remplies. À mon avis, faire des menaces n'est jamais une bonne idée quand on n'a pas la conviction, en tout cas la certitude ou la réelle intention de les appliquer. Je pense que il eût mieux valu se taire plutôt, et je pense qu'à partir de ce moment-là, Poutine il s'est dit je vais y aller franchement, et il a permis, Wagner a permis de sauver le régime de Bachar el-Assad, qui est en train de redevenir un véritable problème. Et un an après, il envahissait la Crimée. Alors, il y a un fil rouge ici qu'il faut savoir déployer. Et oui, quant à Tesson, je ne peux m'empêcher de penser que depuis 1945 et dans les années qui ont suivi, on n'a jamais cessé de reprocher à Sartre son extrême mauvaise foi à défendre le régime soviétique, au point où son secrétaire Jean Cau a même écrit des articles ahurissants parlant de la productivité des vaches soviétiques qui donnaient plus de lait que les vaches du bloc occidental. Et Sartre était parfaitement au courant que son secrétaire, qui a été secrétaire pendant 10 ans, vous disais-je, écrivait des énormités, et Sartre en avait cure, parce que Sartre avait et c'est aussi le paradoxe Sartre, c'est que Sartre connaissait bien, d'une certaine manière, l'URSS, et connaissait bien aussi les États-Unis, parlant l'anglais, ayant été à quelques reprises, et même la seule fois où le fameux couple Sartre-Beauvoir a failli voler en éclats, c'est lorsque Sartre est tombé amoureuse d'une Américaine. Et là, c'est passé quand même à deux droits. Sartre a été l'un des premiers à défendre le jazz, il a été l'un des premiers à défendre la défense des droits civiques des Afro-Américains, il a été l'un des premiers à penser que la décolonisation était nécessaire tant en Afrique que dans les pays du Maghreb, ce qui en fait un héros aujourd'hui chez les Américains, chez les intellectuels américains, chez les Afro-Américains. Alors, ce qui en fait un héros aussi pour... mais eux, les intellectuels maghrébins, ont quand même du souci à se faire avec les intégristes religieux. Et Sartre n'aurait pas été de ce côté-là, c'est entendu.
Et ce qui est frappant aussi dans ces lignes de fracture gauche-droite en France, c'est que De Gaulle, par exemple, je dirais depuis une vingtaine d'années, est-ce que c'est le retour du refoulé? Est-ce que c'est le fait que De Gaulle a réussi à sauver les meubles? Mais la défaite de 40, il faut lire Marc Bloch à cet effet. La description qu'en fait Marc Bloch, elle est effarante. Si on met en perspective le livre écrit, le nom m'échappe, L'extase totale, où on comprend que les soldats allemands étaient sous amphétamine, amphétamine qui allait finir quand même par se répandre dans le monde occidental, de ces amphétamines est apparu la Beat Generation, le jazz, Coltrane ou Miles Davis étaient complètement gavés d'amphétamines et d'herbes. Mais ça, on ne peut pas accuser les soldats allemands d'avoir introduit l'herbe sur le continent européen. Alors oui, et c'est frappant, donc De Gaulle est cité autant à gauche qu'à droite, il est cité ad nauseam. On a l'impression, en fait, que, en tout cas, vu de l'extérieur, il faut bien comprendre que le Québécois qui visite la France, outre les émois passés de retrouver une terre qui fut celle de ses ancêtres, a quand même le désir de comprendre ce qui se passe, ce qui n'est pas donné, à moins que on fasse comme certains, tout de suite on se glisse dans le camp, dans un camp politique. Là, à partir de ce moment-là, on est protégé. J'aurais envie de vous dire, le camp, même si vous êtes un joueur venant d'une contrée lointaine, le clan, l'équipe va quand même non seulement vous adouber, va même peut-être vous proposer des postes, mais assurément vous allez jouir d'une protection. Et c'est la même chose si vous joignez le camp de droite ou le camp de gauche. Mais si vous jugez que vous n'avez pas à vous positionner en tant qu'observateur étranger, vous comprenez assez rapidement que la violence qui se joue entre les deux camps, elle est assez féroce. Et que la marge de manœuvre pour respirer dans ce climat conflictuel permanent est presque inexistante. Alors, vous comprenez ça, je vous dirais, c'est peut-être une des choses que vous finissez par comprendre. Et après, il y a bien d'autres choses que vous devez comprendre. Et là, vous devez ouvrir les livres d'histoire. Vous devez... Et comme l'histoire empeste tout, comme la France est un pays d'histoire, alors forcément, vous allez avoir des versions contradictoires. Le moindre film, le moindre livre relatant soit les abominations de la Révolution française ou les exactions des monarchistes résistants est l'objet d'intenses polémiques qui sont à proprement parler inimaginables ici. Alors oui, De Gaulle cité, et les politiciens, peu importe leur allégeance, presque, le citent à l'envi, et un autre auteur que l'on cite à l'envi, et c'est Camus. Alors, il n'y a pas de risque. Fillon, dans ses discours, le citait abondamment. On peut le citer, Camus, en fait, devient comme De Gaulle. Devient une sorte de caution morale intouchable qu'on peut user à bon escient selon les circonstances. Dans mon foutu rêve, que peut-être que oui, que je vais vous raconter, je vous dois quand même bien ça si vous êtes rendu à m'écouter encore. J'ai rêvé, en tout cas je ne sais pas si c'est avant ou c'est après, que Heidegger, que je n'ai jamais lu, en fait, des passages ici et là, mais comment ne pas tomber sur des passages d'Heidegger? En fait, j'aurais passé ma vie à tomber sur des passages d'Heidegger sans jamais entrer dans l'œuvre d'Heidegger, mais j'ai rêvé qu'Heidegger, ou quelqu'un me disait, Heidegger, s'il avait été cohérent avec sa propre pensée, n'aurait jamais écrit une seule ligne. Qu'au fond, d'avoir écrit, il a galvaudé sa propre pensée. Bon, voilà. Faites-en ce que vous voulez. Est-ce que c'est une révélation causée par une nuit au sommeil agité, plein de rêves troubles? Je note également, cependant, dans le cas de Sartre, personne ne récupère. J'ai été épaté, le mot n'est pas adéquat, j'ai été bouleversé, il ne l'est pas davantage. J'ai été estomaqué, ouais, ça peut-être c'est le bon mot,
par le déchaînement de haine sur les réseaux sociaux lorsque on a souligné en 2020, en pleine pandémie, le 40e anniversaire de la mort de Sartre. Pratiquement personne ne l'a défendu, c'est entendu, Sartre s'est trompé sur tout. J'aurais envie de dire que peut-être, oui, Sartre s'est trompé beaucoup, mais ce que l'on ne lui pardonnera pas, c'est pas là où il s'est trompé, c'est là où il a eu raison. Et je pense que c'est là où il fait mal, Sartre. Et le fait qu'il soit parfaitement irrécupérable par la quasi-totalité des politiciens français, à mon sens, lui confère une autorité supérieure. En tout cas, je note ceci. Sans doute, peut-être, je ne passe pas ma vie à lire tous les commentaires des uns et des autres, des politiciens français, mais j'essaie de comprendre le jeu des alliances, et ce que je comprends, en tout cas, si on le voit avec les écrivains, comme l'a montré François Krug, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'amitié dans ce truc-là. On n'est pas dans le truc de... On n'est pas avec Montaigne et son ami, là. On est plutôt dans l'opportunisme, le jeu des alliances, les intérêts, qu'ils soient financiers ou libidinaux. Alors, et souvent, les deux s'entremêlent. Je voulais vous lire un passage, je vais attendre demain, tenez. Demain, je vais vous lire une page et demie. Vous voyez, je vais vous épargner ce soir. De tirer de ceci que j'ai trouvé absolument merveilleux. La vérité et les mythes, entretien et essais de Gaëtan Picon, qui a été un critique littéraire très important en son temps, qui aujourd'hui, me semble-t-il, n'est absolument plus lu, ce qui est la règle, on ne va pas s'en étonner. Et Picon, il parle là-dedans de l'écriture. J'en dirai pas davantage, mais je voudrais revenir très brièvement sur le point de l'intelligence artificielle. Une des raisons pourquoi les compagnies américaines sont apparues, d'ailleurs ça fait très longtemps que ça se prépare, alors donc c'est pas, faut pas être naïf, ce sont des choses qui se préparent sur une longue durée, mais une des raisons pourquoi il y a eu une sorte de précipitation, en tout cas jugée même par les acteurs de l'intelligence artificielle, demandant un moratoire, ce qui est une idée très vertueuse, mais on n'a jamais vu une innovation technologique ne pas trouver son chemin. Hein? On pourrait peut-être ici penser à Heidegger. Mais, ou à Lacan qui disait que les arbres finissent toujours par trouver leur pulsion. Mais la vraie raison, en tout cas la raison en tout cas qu'on n'entend pas, mais qui va dans le cadre général de ce qui se passe, c'est que les Chinois aussi sont très avancés en intelligence artificielle. Et peut-être même la pensée chinoise est peut-être mieux adaptée à ce type d'intelligence-là. Je ne sais pas trop, peut-être que je dis une grosse connerie, mais là où je suis convaincu de ne pas dire une grosse connerie, c'est que les Chinois et les Américains se livrent une bataille sur tous les niveaux, et l'intelligence artificielle, probablement, est l'arme absolue entre les deux. Et j'entends beaucoup de critiques qui dénigrent ChatGPT, et j'ai l'impression d'entendre les mêmes critiques qu'on pouvait entendre en 92, en 93, donc il y a 30 ans, lorsque on annonçait l'apparition d'Internet. Il y avait des détracteurs, ça ne marcherait jamais, c'est trop compliqué, patati patata. Et après, il y a eu un deuxième mouvement. C'est merveilleux, ça va réunir les peuples, les gens vont se partager une somme incroyable de connaissances, l'humanité va connaître un bond prodigieux de la conscience. Pour les gens formés à l'écrit, je vous dirais, oui, Internet est une pure merveille. Mais pour les autres, ça me semble bien compliqué. Alors, si déjà l'Internet a fait un massacre et a créé des analphabètes, des illettrés de l'Internet, on peut imaginer, sans trop d'imagination, les effets monstrueux que va apporter, que va créer l'intelligence artificielle. Alors, pour ma part, je ne suis absolument pas rassuré. Je n'irai pas en faire les louanges, mais je comprends, hélas, que moi, j'appartiens à un ordre ancien.
que je me vois comme un vieux curé lisant ses livres, lisant son bréviaire en latin. C'est comme ça que je me perçois. Et ce statut de mainteneur que je ne cesse de réclamer, que je ne cesse de répéter, je suis sur le point de me considérer comme un mainteneur barricadé. Alors, et un peu dubitatif sur ce qui nous attend collectivement. Surtout en ce moment avec cette ligne de partage, cette frontière entre les eaux, entre ceux qui pensent que Poutine avait des motifs de faire ce qu'il fait et ceux qui pensent qu'il doit être vaincu, je ne sais pas, mais qu'assurément l'Ukraine doit gagner, ça, ce qui n'est pas la même chose, hein, on aura compris. C'est vraiment, là, c'est le partage des eaux. Pour moi, maintenant, mon camp, c'est... Et puis, je vois bien, il y a trop de gens qui sont... Il y a trop de gens qui sont d'accord avec Poutine. C'est pour moi une source... c'est une source d'inquiétude, en fait. Et l'anti-américanisme de pratiquement tous les camps, qui campent à gauche ou qui campent à droite, les seuls qui ne sont pas anti-américains, en tout cas en France, c'est les partisans des démocraties libérales, j'aurais envie de dire, mais il y a ce désir d'autoritarisme, de coercition, qu'on entend partout. Et devant la violence, il y a deux options. Soit on y consent, et généralement, les méfaits, outre la perte de l'honneur et de la dignité, peuvent se vivre. Et si on n'y consent pas, eh bien, c'est entendu, c'est l'escalade. Et c'est Gandhi qui disait la non-violence est préférable à la violence, mais la violence est préférable à la lâcheté. Alors, mais je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'un Gandhi, cette dernière phrase, serait audible. Et pour moi, c'est assez troublant de voir que les Polonais et les Britanniques sont à la manœuvre pour défendre l'Ukraine. Et évidemment, les États-Unis. Mais les États-Unis ont un tableau d'ensemble peut-être plus vaste, et comme ils sont les gendarmes, en tout cas pour l'instant, ils sont encore les gendarmes. Nous sommes encore en régime de Pax Americana, que ça nous plaise ou pas. Eh bien, ils n'ont aucun intérêt à céder leur place à quiconque. Et je ne crois pas qu'ils le fassent non plus. Alors, d'imaginer que c'est un truc, après vous, bon, vous avez eu le pouvoir, c'est à votre tour à le prendre, c'est la loi du genre, les empires chutent, ouais, les empires chutent, de fait, mais si nous sommes entrés dans la post-histoire, on est dans un monde où les empires ne chutent plus. Alors mon rêve, je vous résume brièvement. Je suis dans l'ouest de l'île, je ne sais pas trop, je cherche un endroit où dormir, et j'entre dans une maison qui me semble abandonnée. J'enlève mes souliers, je me couche sur le canapé, et je comprends que la maison n'est pas abandonnée, qu'il y a quelqu'un à l'étage. C'est une maison tout à fait confortable. Et je tente sans bruit de sortir de la maison. Je comprends que je n'y parviens pas. J'abandonne mes chaussures. J'enfile à toute vitesse un chandail. Et je me dis que je ne dois pas, que l'alerte est donnée, que je vais avoir les policiers à mes trousses et que je dois donc faire semblant de rien. Que je ne dois pas prendre des chemins, des ruelles. Bon, les Québécois comprennent ce que je veux dire. Je ne dois pas prendre les arrière-cours. Je dois me comporter en tout point comme quelqu'un qui ne fuit pas. Donc, je marche lentement. Et je m'avance sur le trottoir et je vois une femme, deux femmes en fait, une femme dans la petite soixantaine qui devait avoir été très très jolie, mais elle avait des signes apparents de vieillesse. Et une autre femme qui était sa mère en fait. Et les deux me prennent
témoin d'une sorte de conflit qu'ils ont entre elles. Je ne saisis pas trop la nature du conflit, mais la plus jeune tient entre ses mains un petit chien au poil, mais vraiment, il ressemblait presque à un rat, ce chien. Et elles tiennent des propos et le chien commente. Le chien parle. Et là, moi, je suis complètement épaté par les capacités langagières du canin. Et je dis à la dame, aux deux dames, mais vous devriez, ce chien-là doit être vu par des scientifiques. C'est incroyable, un chien qui parle. Et la plus âgée me dit, non, vous confondez. Ce chien ne parle pas, c'est une sorte de perroquet. Alors, je continue mon chemin et je me dépêche je suis toujours nu-bas, des bas blancs, et je me dépêche de prendre la rue Sherbrooke, une rue importante avec des piétons, donc espérant me fondre dans la masse. Et je passe devant un café et de ce café sort une musique très entraînante, le rhythm and blues. Je crois reconnaître Marvin Gaye, mais c'est pas Marvin Gaye. Alors je me dis, j'ai pas mon portefeuille. J'ai pas mon portefeuille, j'ai rien, et je peux pas prendre un café, je peux pas prendre un taxi, je peux rien faire, en fait. Alors, ma seule option, c'est de retourner à pied chez moi. Et finalement, j'entre dans le café en question, et là, j'y découvre des hommes, des jeunes hommes, en train de danser de manière presque, j'ai l'impression d'être des zombies, ou en transe. Et moi, je ne savais pas trop comment me comporter. Et au fur et à mesure que la musique et que les chants d'incantation, les chants de plainte, j'aurais envie de dire des chants de mort, des chants mortifères, se font entendre, la pièce se remplit d'hommes, toujours, d'hommes jeunes, parlant anglais, pas un ne parlait français, parce que je pouvais capter des bribes de conversation qu'ils tenaient entre eux, et tous. Et là, moi, je ne savais plus comment me comporter. Est-ce que je me mets aussi à entrer en transe? Mais on n'entre pas en transe par un acte de volonté. Alors, et après, une fois que la musique s'est arrêtée, j'ai applaudi un peu parce que j'ai trouvé la prestation assez extraordinaire. Et pour finir, j'ai applaudi un peu, timidement, et ça n'a pas été suivi, j'étais le seul. Alors là, j'ai compris que j'avais intérêt à ne pas rester. Et je me suis donc éclipsé. Alors j'ai continué ma marche, et là, tout à coup, ma mère est apparue dans mon rêve, et mon beau-père, l'ex-mari à ma mère. Et ma mère venait vivre chez moi. Ça faisait déjà peut-être 2-3 mois qu'elle vivait chez moi, et elle ne m'offrait pas de payer sa part de loyer. Et là, je me disais, c'est un problème quand même. Je veux bien héberger ma mère quelque temps, mais il faudrait quand même qu'elle contribue un peu. Et là, je m'interrogeais, je me disais, mais pourquoi ma mère ne m'offre pas de contribuer? Et là, la réponse est venue, toute simple, crue, brutale. Elle peut pas, parce que ta mère est morte. Et là, je me suis réveillé. Alors, comment interpréter ce rêve? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de symboles. Il y a les pieds nus, la maison inhabitée mais qui l'est, le chien qui parle. Et ma première impression de cette dame, qui avait été fort belle et qui le savait, et qui a dû sans doute en jouer tout au long de sa vie, ma première impression, ma première réflexion, c'était la mort. J'avais croisé la mort. C'est sûr, je n'ai pas été malade au point d'être aux portes de la mort. Mais, et que ce chien devait représenter peut-être le mal. Un petit chien, mais un petit chien d'une intelligence exceptionnelle, qui ne semblait pas épater ni l'une ni l'autre. Et quant à la musique, c'est une musique vaudou peut-être, ou en tout cas relevant du vaudou, et que les mecs en transe étaient peut-être des zombies. Bref, que tout le long, au fond, c'est un rêve de mort, où
Ou je pense que c'est cela. Mais assurément, la nuit que j'ai passée la nuit dernière avec ma vidéo de 2 minutes, qui est la plus courte de toutes mes vidéos, qui inaugure la séquence lasaréenne. Les morts se multiplient, hein, quand même, mais ça, c'est l'entrée dans la grande maturité, j'aurais envie de dire. Et il vient un moment où les arbres tombent autour de nous. Et depuis un petit moment, ils sont fort nombreux à tomber autour de moi. Et je ne peux m'empêcher de penser que les nombreux morts qui sont en train de... Parce que mourir à 20 ans, rien n'est plus affreux, je pense. J'ai de la sympathie pour tous ces jeunes hommes qui, dans le cas des agresseurs, c'est vraiment mourir pour satisfaire les velléités d'un fasciste, d'un petit monstre. Bon, ce n'est pas Staline, ça on l'entend, oui, c'est pas Staline. Ben oui. Pour l'instant, il ne joue pas dans les mêmes ligues. Mais en sommes-nous bien sûrs qu'il ne le deviendra pas. Alors, et je pense que tous ces morts et toute cette imprévision et cette sorte j'ai envie de dire, de lâcheté qui est aussi la nôtre, risque de se payer fort cher. Et notre désir de trouver une solution diplomatique à quelque chose d'absolument effroyable, je ne sais pas si. Mais on entend déjà tout de suite l'arme nucléaire. Alors, je ne sais pas si vivre dans un monde où on est menacé par des despotes de tout genre, qui vont, tôt ou tard, pour la majorité d'entre eux, en tout cas, disposer de l'arme nucléaire. Je ne sais pas si vivre dans ce monde-là, je ne sais pas comment on peut faire, en fait. Bon, moi, je ne dis pas que j'ai fait mon temps, mais assurément, j'ai connu de fort belles années et je ne regrette pas la vie que j'ai eue. Mais pour les plus jeunes personnes, c'est vraiment terrifiant. Pour les jeunes personnes qui viennent après nous, c'est vraiment terrifiant le monde dans lequel nous sommes. En tout cas, pour moi, c'est effrayant. Bon, moi, il me reste Gaëtan Picon, il me reste Sartre, il me reste même Camus, il me reste tous mes auteurs, mes livres, vous, nos bibliothèques, nos librairies, nos penseurs, nos nuits d'études. Il nous reste la possibilité d'avoir encore l'opportunité d'avoir une vie où on peut donner un sens à notre vie. On peut encore donner un sens à notre vie. Mais quand l'intelligence artificielle aura fini de coloniser les esprits et que finalement l'intelligence artificielle sera devenue un oracle détenant toutes les clés du savoir, peut-être à ce moment-là, le genre humain aura connu ces derniers moments et que les sombres prophéties de Bernanos, comme disait le procureur de la République, ou Bernanos, comme on dit ici, se seront réalisées. Et ça sera les robots contre l'humanité et que les robots auront gagné. Et que maintenant, dans la survie des espèces, eh bien, les machines auront supplanté le bipède humain, comme disait l'autre. Jacques comprendra la référence. Voilà, sans doute elle est très longue encore, mais je sais que certains d'entre vous les écoutez jusqu'au bout. Comme d'habitude, soyez-en remerciés. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que s'il y avait une seule personne, moi, pour vérifier que le téléversement a bien eu lieu, vous comprenez bien que je cesserais quand même de m'écouter, car je ne m'écoute jamais, je ne me réécoute jamais. Peut-être vous dire, oui, j'aurais peut-être intérêt. Peut-être. Mais bon, je ne suis pas rendu là au niveau de la sagesse. Merci et à demain pour
la page et demie consacrée à Gaëtan Picon. Sans doute, je vais ramasser quelques informations aussi sur Picon. Mais son passage sur l'écriture est absolument formidable. Et je pense que c'est une réponse, en tout cas, une réponse fragile, partielle, inadéquate peut-être, à l'intelligence artificielle qui vient. Et contrairement à beaucoup de commentateurs, je ne la sous-estime pas. Fort de ce que j'ai lu et entendu sur Internet il y a 30 ans. Merci et à demain.